On va passer à la communication suivante de Maxime Bardacci de Grenoble, le chirurgien face au risque de la cyberattaque et de la diffamation, le rôle et les missions d'un assureur spécialisé. Merci beaucoup pour... Alors, est-ce qu'on a le droit de dire? C'est branché. Ben oui, oui, mais je sais, mais... Ah, c'est marqué. Ah, bah, d'accord. Merci à brancher. Exactement. Merci Je ne beaucoup. savais pas du tout si j'avais le droit de le dire. Ah si, on peut le dire, hein, Ah tout bon? simplement. Mais merci en tout cas pour cette invitation. Donc, comme on l'a indiqué, je suis chargé de clientèle auprès du cabinet branché, assureur spécialisé en responsabilité civile, professionnelle, médicale pour les médecins. Donc, originellement, en ce qui concernait les chirurgiens et les anesthésistes réanimateurs depuis plus de 30 ans déjà. Ouais. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'on intervient aujourd'hui pour aborder un sujet qui est pour le moins essentiel, deux sujets même, en ce qui concerne d'un côté les risques cyber en 2024 et de l'autre côté l'atteinte à la réputation et comment gérer cela juridiquement parlant. Ah. En ce qui concerne effectivement le plan, je suggère donc un plan en deux parties. La première concernera les risques cyber en 2024, les responsables de l'insécurité et les objectifs qui sont recherchés, les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour se prémunir et éviter que ça vienne compromettre l'activité. Et à la fin, en fait, le rôle de l'assureur, finalement, pour savoir au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut apporter de manière supplémentaire. En deuxième partie, la gestion des atteintes à la réputation avec les différentes catégories de propos illégaux qu'on peut retrouver, la gestion de la résolution de conflits, qu'est-ce qui est contestable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et concrètement, quel est le rôle d'un assureur dans tout ça pour faire en sorte d'avoir toujours une réputation, on va dire, des plus saines. Je souhaite introduire le sujet par rapport à la cyberattaque avec ce qui s'est passé au CHU de Nantes il y a de cela 15 jours. Sans doute certains en ont entendu parler. Il y a eu une attaque cyber qui a été perpétrée sur l'établissement dans la nuit du 14 au 15 janvier. Une attaque de type déni de service distribué. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais concrètement, ça a mis en péril une partie du site web de l'hôpital et notamment des systèmes de réservation en ligne, ce qui a conduit inéluctablement effectivement à un retard et, si j'ose dire, un blocage de l'activité. Heureusement, les données patientes n'ont pas été compromises en tant que telles et la continuité des soins a pu être assurée. Mais ça montre tout de même qu'effectivement, les risques cyber, notamment dans le domaine de la santé, sont bien présents et qu'il faut pouvoir se prémunir au fur et à mesure et, si j'ose dire, mettre les moyens pour éviter de se faire hacker et pirater. On reste quand même des cibles prioritaires. Pour la troisième année consécutive, les risques cyber, ils sont placés deuxième, en tout cas par de nombreux rapports et avis d'experts qui soulignent pour cette troisième année consécutive que ces risques cyber sont placés en deuxième sur l'échelle des menaces, avant l'instabilité géopolitique et juste après les risques climatiques. C'est pour vous dire en soi l'importance. Ça l'était déjà il y a encore 3 ans lorsque nous étions intervenus déjà auprès de l'Académie nationale. Depuis 2020, on a constaté qu'effectivement, il y a eu une augmentation de 400% des cyberattaques. Tout ça, c'est dû à quoi? Notamment, on va dire, à cause de la pandémie qui a accroît l'usage de l'outil numérique. Aujourd'hui, on va être effectivement, notamment dans le domaine de la santé, beaucoup plus dépendant, et notamment en ce qui concerne les technologies et l'usage numérique dans la société de manière générale. On peut constater également l'émergence des data brokers, ce qui n'était pas effectivement très connu à l'époque, mais qui se démocratise de plus en plus. Et on constate également que 60% des cyberattaques, effectivement, concernaient le secteur de la santé quand on parle d'entreprises de manière générale. D'après une étude des lois, 35% des dirigeants, toutes entreprises confondues, ont eu une tentative ou ont dû faire face à des cyberattaques de ce type, ce qui démontre effectivement une présence continue et l'objectif de toujours vouloir faire en sorte d'être protégé au maximum et l'importance de ça. En ce qui concerne les victimes, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a noté que 40% des cyberattaques visaient les TPE-PME, soulignant leur vulnérabilité notamment due à des ressources qui sont limitées et des protections pour le moins insuffisantes. Cette exposition accrue au risque numérique est préoccupante vu leur importance économique. Toutefois, on peut noter qu'il y a eu une sensibilisation qui a été menée depuis de nombreuses années, faisant passer de 2020 à 2022 le chiffre de 60% à 40%. Cependant, le nombre d'attaques reste similaire, c'est juste les cibles qui vont changer. Les TPE-PME grandissent et par conséquent seront amenés à utiliser des logiciels peut-être plus avancés, vont avoir des assurances cyber adaptées et ils vont utiliser notamment beaucoup le cloud, ce qui va limiter et ce qui va dissuader en réalité les pirates informatiques et les cyberattaques de tenter de s'introduire.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste néanmoins 40% quelque chose de très élevé. Et je vous propose donc qu'on fasse un petit peu un tour de tout cela pour essayer de comprendre qui sont ces personnes qui essayent de hacker, comment elles fonctionnent, quels sont les moyens utilisés et comment est-ce qu'on peut les combattre au fur et à mesure. Donc, les responsables. Dans un premier temps, je pense que c'est important de faire un petit bilan, notamment en ce qui concerne les acteurs de cette insécurité numérique. On a ce qu'on appelle les pirates informatiques, donc les hackers, qui recherchent un gain financier. Ça peut être des cyberespions, des cyberactivistes, des cyberterroristes ou tout simplement des cyberarnaqueurs. L'objectif, c'est vraiment le profit financier. Et on peut aller d'un hacker qui aura effectivement un sacré pédigré, comme des hackers naissants, c'est-à-dire que ça englobe tous les hackers possibles et imaginables. On a ensuite les mafias organisées, qui sont pour eux, pour le coup, des pirates informatiques, mais qui vont se regrouper, et des réseaux transnationaux, et qui vont faire des opérations de cybercriminalité à grande échelle. Les moyens sont donc décuplés, et c'est généralement ce type d'organisation qui effectivement va menacer le plus les entreprises de santé, parce que factuellement, elles vont être à même de pouvoir mettre des moyens un petit peu plus importants. On a également les États, donc dans le cadre d'espionnage ou de guerre économique. Effectivement, certains États peuvent utiliser leurs ressources informatiques internes pour essayer de pirater certains systèmes. Donc, c'est un petit peu moins courant dans la santé, je veux bien l'admettre. Mais effectivement, la dernière catégorie est intéressante parce qu'on n'y pense pas forcément souvent, mais les opportunistes, des salariés ou des prestataires qui détournent des données de manière interne. Parce que quand on pense à un hacker, on va tout de suite penser à la personne qui est derrière son ordi pour essayer de pénétrer dans le système. Mais il faut considérer également que les personnes qui utilisent de manière quotidienne ce système peuvent être également une menace. Et donc, par conséquent, c'est important de bien savoir à qui on confie les données et que nos équipes soient sensibilisées. On le verra par la suite. La majorité de ces acteurs, ils vont jouir d'une impunité dans la mesure où ce sont, on le rappelle, effectivement, des experts dans ce domaine de la cybersécurité, donc ils peuvent effacer leurs traces très facilement, ce qui rend très compliqué de pouvoir lutter, de pouvoir identifier par la suite ces auteurs-là. Les objectifs. Donc, il faut comprendre qu'il y a différentes catégories d'objectifs. Pour le coup, on parle souvent de cyber-extorsion. Ça, c'est assez connu et c'est ce qui revient souvent dans le domaine de la santé, c'est le blocage des systèmes contre l'obtention d'une rançon. Le but étant de pouvoir récupérer ces données après avoir fait une transaction avec ce hacker en lui donnant finalement ce qu'il souhaite pour récupérer ces données, de peur à ce qu'elles soient supprimées totalement. On a également la cyberfraude. C'est différent de la cyberextorsion dans le sens où ça va engendrer, et ça va être, disons, à l'origine, ça inclura un vol direct de valeur via des moyens informatiques comme l'usurpation d'identité. C'est ce qu'on peut entendre parfois avec l'arnaque au président, si vous en avez déjà entendu parler, c'est-à-dire que des personnes vont usurper une identité particulière, ils vont essayer peut-être de se faire passer même pour vous, pour que votre staff, en fait, lui-même envoie des données qui pourraient effectivement être utilisées, revendues. On a le vol de données, donc lui, c'est un petit peu sur le même principe que la cyberextorsion, sauf qu'au lieu de menacer, de supprimer ces données-là, en fait, le logiciel va simplement récupérer les données et ensuite les revendre typiquement sur le darknet. Et enfin, une utilisation qu'on entend moins, mais qui est pour le moins sournoise et dont il faut être au courant, c'est l'utilisation des ressources pour le minage de crypto-monnaies. C'est une utilisation abusive de ressources. L'objectif du pirate, ça ne va pas être effectivement d'exploiter les données pour les revendre ou pour effectivement faire du trafic avec, mais factuellement utiliser les ressources énergétiques, donc effectivement les ordinateurs que vous pourrez avoir, en les faisant tourner des logiciels en arrière-plan dans l'objectif de miner de la crypto-monnaie qui bien évidemment est un sujet qui s'est développé ces dernières années. Donc pour le coup, ce qui est sournois, c'est que généralement, on s'en rend compte a posteriori, une fois que la facture d'électricité arrive parce qu'il y a eu une utilisation abusive du système, ou lorsque l'ordinateur qu'on a acheté il y a quelques mois finit en rade, alors que celui-ci est quasiment tout neuf, parce qu'il y a eu une surexploitation du système et du processeur par la même occasion. Une fois qu'on a identifié ces objectifs, en ce qui concerne les infiltrations et les paralysies du système, il faut comprendre qu'effectivement, il y a diverses méthodes qui sont utilisées. Donc, on en a parlé tout à l'heure dans une dernière session. Mais en ce qui concerne effectivement le phishing et l'hameçonnage, c'est le moyen le plus évident pour pouvoir accéder au système. Ça consiste en quoi? On envoie un mail, ou le hacker envoie un mail plutôt, dans lequel on pourra effectivement avoir un fichier qui contiendra un virus. On ne le sait pas, on ouvre le fichier et ça contamine directement l'ordinateur. Ça déploie deux types de logiciels différents, soit un malware, donc un logiciel, un virus qui viendra simplement prendre le contrôle de l'ordinateur à distance, pouvoir y accéder, prendre les données, ou le ransomware, donc le logiciel par rapport à la rançon, tout simplement. On a également les intrusions qui peuvent se faire via les connexions réseau, on en parlait également tout à l'heure.
c'est justement par l'utilisation de Wi-Fi public ou de Wi-Fi peu sécurisé qu'il peut y avoir des brèches et que par conséquent, le système peut être effectivement exploité de cette manière-là. On a également les attaques dites de DDoS, donc déni de services distribués. C'est ce qui est arrivé à nos amis du CHU de Nantes. Là, l'objectif, il ne sera pas forcément financier, mais simplement de faire planter le système pour le rendre inutilisable. Donc, on est vraiment dans la volonté de nuire. Donc, c'est souvent les cyberactivistes qui vont faire ça, dans l'objectif de faire planter un système, un site web gouvernemental ou un site web, par exemple, de CHU, comme ça a été le cas à Nantes. Comment on peut se prémunir face au risque finalement? Donc, il existe plein de méthodes différentes et notamment une des plus importantes, la sensibilisation des équipes. Il faut comprendre qu'en matière de fuite de données, on considère aujourd'hui que 30% des fuites de données sont dues et sont la faute. Je vous prie de m'excuser pour la faute, c'est 50% indiqué, mais c'est bien 30% des fuites de données qui proviennent de collaborateurs proches, donc assistants, secrétaires. Donc, il y a une nécessité de formation régulière dans l'objectif de les sensibiliser de la même manière qu'on est en train de le faire aujourd'hui pour essayer de comprendre quels sont les enjeux de demain. Il faut établir des protocoles clairs, donc on l'avait dit, pour les clés USB qui atterrissent sur le parking de la clinique, éviter de les insérer directement dans le réseau, éviter de faire pénétrer effectivement des éléments extérieurs à tout ce qui sera serveur interne et qui potentiellement pourrait contaminer le système, en mettant peut-être également, par la même occasion, en place des plages horaires sur lesquelles les salariés, les assistants, secrétaires, infirmiers seront dans l'obligation de mettre à jour leur système. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important. Également, en ce qui concerne effectivement les mots de passe robustes, on l'a vu tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de faire cette démonstration parce que c'est beaucoup plus parlant. On dit souvent qu'il faut utiliser des mots de passe dits robustes, donc avec l'utilisation de caractères spécifiques. Là, typiquement, je vous ai montré une vidéo, je vais la remettre à zéro. Pour le coup, cette vidéo, elle montre tout simplement la différence qu'il peut y avoir entre le décryptage d'un mot de passe qui sera effectivement un mot de passe sécurisé ou un mot de passe un peu moins sécurisé. Donc, j'ai pris pour exemple le site, disons, le mot de passe Academy, tout simplement. Si jamais on le rentre dans le logiciel de décryptage, donc c'est un logiciel brute force, c'est-à-dire qu'on décrypte le mot de passe très rapidement, en 13 minutes pour le coup. Si jamais on rajoute 2024, ça passe à 4 mois. Et si jamais on rajoute un arrobase, on passe à 5 ans. L'utilisation d'un simple caractère peut venir effectivement bloquer le hacker là où initialement il aurait pu tout simplement pénétrer facilement dans le système grâce à ce système-là. On a également la double authentification que je ne vais pas présenter, qu'on a vu tout à l'heure, mais qui consiste simplement à faire valider que c'est bien vous qui tentez de vous connecter avec un autre appareil. Ça va devenir en tout cas obligatoire et tant mieux parce que ça permettra de limiter par la suite les risques d'intrusion. En ce qui concerne le cryptage des données, très important de faire des sauvegardes, donc des sauvegardes dites régulières notamment. Le but étant de pouvoir éviter que si jamais il y a un ransomware qui est installé, le blocage des données entraîne une paralysie et par conséquent, ça vous empêche de pouvoir continuer à exercer correctement. Donc au moins, évitons de perdre des années de données, mais tâchons de limiter la casse en faisant des sauvegardes journalières, hebdomadaires, mensuelles. Ça limitera la casse à peut-être un jour, une semaine ou un mois de perte de données. Également de mettre à jour régulièrement les systèmes d'exploitation qui vous le demandent. Ce n'est pas pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais bien souvent pour boucher des failles de sécurité qui existent. Le rôle de l'assureur dans tout ça, il faut bien comprendre qu'effectivement, l'objectif d'un assureur, il sera celui de vous faire gagner beaucoup de temps, dans la mesure où on le constate, en fait, outre la gestion des données perdues ou compromises, des assurances peuvent permettre de satisfaire à des exigences dites réglementaires de la CNIL, par exemple, qui peut imposer, en cas de violation de données personnelles, la notification aux victimes de la violation. Cette notification doit être réalisée. L'impact financier et le temps investi les démarches administratives à la suite d'une cyberattaque, elle peut être considérable, rendant le soutien par une assurance cyber finalement très précieux. La répercussion d'une attaque, elle va bien au-delà de la simple perte de données. Le processus de récupération de ces données, elle peut exiger de faire appel à des experts pour essayer de tenter, en tout cas, de les récupérer. Ça va être un processus qui sera long et coûteux. La paralysie, même temporaire des opérations, elle peut engendrer également une perte de revenus, puisqu'on aura une perte d'exploitation pure et dure. Les conséquences indirectes, telles que les répercussions sur la réputation du cabinet, les éventuelles actions en justice initiées par des clients ou des patients affectés, peuvent également être lourdes. Donc, c'est du temps qui sera gagné et de l'argent, finalement. L'assurance cyber, elle propose divers services, en tout cas. Tout dépendra de l'assurance que vous souscrirez, mais il faudra bien prendre le temps de regarder quelles seront les limites, quelles seront les indemnisations qui seront celles dans le cas d'une cyberattaque, quels seront les barèmes d'indemnisation, comment est-ce que mon assureur m'accompagnera et finalement obtenir quelque chose qui soit adapté. Est-ce qu'il y aura des avocats qui seront dépêchés? Est-ce que j'aurai des experts en sécurité? Est-ce qu'il y aura une plateforme de monitoring? Est-ce que vous vous occuperez de l'ensemble de ma perte d'exploitation si jamais j'étais amené à plus pouvoir exercer? Toutes ces questions-là, il ne faut pas hésiter à les poser et c'est vraiment le cœur du sujet parce que le jour où ça arrive, souvent, c'est bien trop tard. On s'en rend compte par ailleurs,
car le Ponemon Institute a fait des statistiques et on estime aujourd'hui, tenez-vous bien, que le vol, en tout cas d'une fiche patient, le coût que ça représente pour un médecin en matière directe et indirecte de dépenses, c'est environ 150 € par fiche patient en termes de frais de notification, de monitoring et tout ce qui s'ensuit. Je vous laisse imaginer si vous avez ne serait-ce que 500 fiches patients, ça élève la facture à 75 000 €. Alors autant dire qu'effectivement, ceux qui ont des assurances cyber qui sont limitées à 10 000 €, ben, ça peut vite être très embêtant dès lors qu'il va falloir effectivement compenser ce qui ne sera pas payé par l'assureur. Donc, bien s'informer et continuer dans cette dynamique. Je vais introduire très rapidement, si on me le permet, le sujet d'atteinte à la réputation. On a fait donc toute une session là-dessus, mais concrètement, je vais apporter plutôt une lumière juridique pour essayer de comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Il y a très peu d'études, comme on a pu le citer auparavant sur le sujet. Par contre, on a beaucoup de comptes rendus universitaires, donc des études qui émanent d'universités, qui estiment aujourd'hui que 80% des patients consultent les avis en ligne avant de choisir un médecin ou un établissement. 65% d'entre eux indiquent que ces avis influencent donc cette décision de prendre rendez-vous auprès d'un établissement ou d'un spécialiste. On est à peu près sur les 2 tiers qu'on pouvait retrouver dans la présentation précédente. Il y a un impact, effectivement, qu'il faut bien noter. Il est crucial de comprendre qu'il y a des limites légales à tout ça. Aujourd'hui, il y a une liberté d'expression en France qui permet à toute personne de pouvoir donner son avis sur les services qu'elle a pu recevoir. Cependant, il y a un cadre qui est celui des limites juridiques qui pourrait faire passer un propos dit aujourd'hui, dit finalement autorisé à un propos illicite. C'est pour ça que je vous propose de balayer rapidement les propos en question. Donc, on a l'injure, une atteinte verbale ou écrite à l'intégrité d'une personne visant à la nuire ou à l'offenser. Donc, principalement, voilà, une insulte, tout simplement. La diffamation qui, elle, se caractérise par la volonté de nuire à la réputation ou atteindre l'honneur de la personne en question. L'objectif, c'est pas forcément de chercher si la diffamation, elle est réelle ou si elle est fondée, si potentiellement, effectivement, il y a une vérité à ce niveau-là. Est-ce que le fait est vrai? Non. On parle vraiment de diffamation dans le cadre où directement on met en accusation. C'est le cas, on peut le voir dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris en 98 où des médecins affiliés à une association furent accusés de privilégier des intérêts financiers au détriment de leur déontologie et de la sécurité de leurs patients, ce qui fut jugé diffamatoire. Le juge n'est pas allé regarder si effectivement il y avait de la déontologie qui avait été remise en cause, mais simplement, rien que le fait de l'avoir mentionné a fait de ce cas de la diffamation. On a également l'atteinte à la vie privée, donc ça c'est consacré par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 9 juillet 1980, et concrètement c'est divulguer des informations personnelles qui ne regardent absolument pas le patient ou quiconque, et sans le consentement bien évidemment de l'individu. On a également l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Donc celui-ci, c'est consacré par la loi du 29 juillet 81 également, qui consiste en une provocation publique à l'encontre d'une personne ou d'un groupe en raison de l'origine ou de l'appartenance à la non-appartenance à certaines catégories, ethnie, nation, race, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, handicap. Ce délit couvre des actes qui encouragent activement ces formes de discrimination ou de violence. La compétence du juge, seul le juge est aujourd'hui capable de pouvoir dire si un avis peut être considéré comme illicite. On n'a pas forcément un autre mot à dire dans le sens où, concrètement, on peut avoir une décision de justice qui sera renversée par une autre et tout jugement ne pourra pas être estimé à l'avance. C'est-à-dire que ce sera vraiment le juge, au moment donné, qui pourra dire qu'est-ce qui a été diffamant, qu'est-ce qui a été injure et qu'est-ce qui a été tout simplement de l'incitation à la haine. Le rôle de l'assureur dans tout ça, l'objectif également, c'est de faire gagner du temps et d'éviter de rentrer dans des procédures qui peuvent être longues et coûteuses. Il faut comprendre que la majorité des avis qui sont ceux des patients, en tout cas laissés envers les praticiens, ne sont pas pour le moins diffamatoires tous, ni même injurieux. Il faut dire la vérité, l'assureur vous accompagnera ou engagera des procédures judiciaires uniquement si on estime dès le départ qu'il y a, que ça rentre dans les cases qu'on a cités précédemment. C'est-à-dire qu'un assureur qui vous promettra qu'on peut supprimer tous les avis en ligne ne dira pas la vérité. Il pourra éventuellement prendre le temps d'organiser une médiation, de demander un droit de réponse si c'est dans un article de journal ou peut-être sur un blog. Par contre, il ne pourra pas supprimer un avis qui est simplement négatif et qui ne revêt pas un caractère illicite. Donc, si jamais on envisage d'engager une procédure, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Je vais aller très rapidement. Le signalement, on dit à l'hébergeur ou à l'éditeur ou à celui qui a écrit l'avis, l'avis ne me convient pas, j'aimerais bien qu'on le supprime pour telle ou telle raison. Ça, c'est au choix de l'éditeur ou de l'hébergeur. S'ils ne veulent pas le supprimer, ils ne le suppriment pas. Attention, parce que signaler trop de fois les avis qu'on considère comme abusifs, ça pourrait être également répréhensible. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous estimez que vous êtes lésé dans cette situation, vous pourrez par la suite vous faire indemniser dommages et intérêts si l'hébergeur a commis une faute en n'enlevant pas l'avis dès le départ.
On met en demeure, très important de se faire accompagner par un avocat. Il faut absolument que ce soit juridiquement juste et en bonne forme, que vous puissiez avertir l'hébergeur ou l'éditeur que le contenu est pour vous, en vertu de certains textes, est caractérisé finalement par de l'injure ou de la diffamation et que vous souhaitez demander le retrait. En cas d'absence de réponse, on passe dans la constitution des preuves. C'est là où ça devient payant. Il faut demander à un huissier de venir constater les avis en ligne. Une capture d'écran ne suffit pas. Ça a été consacré notamment par déjà des jugements auparavant. Et également, une fois qu'on arrive en action en justice, l'avocat va porter devant les tribunaux la demande de retirer les avis. Et à ce moment-là, le juge statuera. Donc, c'est une procédure qui est très longue, qui peut être également très coûteuse. Et l'avantage d'avoir un assureur, c'est de se dire, bah, finalement, je vais laisser de ça de côté, je ne vais pas avoir besoin de m'en occuper, on va me faire intervenir uniquement quand c'est nécessaire, et on va pouvoir s'occuper de cet avis qui est calomnieux ou qui est diffamant en ma personne. Donc, pour conclure, il y a une importance globale en ce qui concerne effectivement les assureurs. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il est très important de sécuriser en matière de cybersécurité, mais également en termes de réputation. C'est la même chose que pour les assurances responsabilité civile professionnelle ou les prévoyances qui sont adaptées à chaque pratique professionnelle et également à chaque individu. Ces assurances, elles sont précieuses en cas de sinistre, bien qu'elles ne soient pas obligatoires. S'informer sur les garanties et leur portée est crucial. Avoir une assurance permet aussi de déléguer les formalités administratives et de couvrir en totalité ou en partie les dépenses liées à ces incidents. Avoir un assureur permet au final d'obtenir, quand il le faut, les meilleurs conseils pour éviter le contentieux dont le rapport bénéfice-risque ne sera pas à l'avantage de l'assuré. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous mettre en garde de toutes ces cyberattaques qui, effectivement, peuvent être à la fois mafieuses ou d'État. Exactement. Et c'est tout à fait dommageable et malheureusement, tous les CHU et toutes les cliniques subissent ce type d'attaque. Y a-t-il des questions? Oui. Merci beaucoup pour cette masse d'informations qui nous éclaire beaucoup. Je voudrais juste faire une remarque sur une des premières diapos qui montrait les différents risques auxquels ont été exposés majoritairement. Oui. Je ne sais pas quels étaient les critères qui ont établi cette liste, mais je suis surpris qu'il n'apparaisse pas la résistance aux antibiotiques. Alors, c'est une information. Hein, mais en fait, ce risque, ça montre bien que ce risque est terriblement méconnu. Effectivement. Alors, il faut comprendre, parce que je peux répondre à cette question, et ça me semble très intéressant, parce qu'effectivement, il y a des risques qui sont pour le moins mis en avant, mais qui sont tout aussi importants. Le fait est qu'effectivement, cette liste, elle est basée sur des avis d'experts, et notamment de sociétés d'assurance, qui, pour le coup, vont se baser notamment sur les sinistres qui leur ont été remontés. Donc, statistiquement, de base, on se base sur l'ensemble des sinistres qui sont déclarés dans un intervalle, peut-être mondialement, et on va mettre en place une liste, mais effectivement, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques qui sont beaucoup plus importants en termes de menaces pour l'humanité, mais celle-ci, c'était vraiment sous l'angle, et pardon si je n'ai pas été précis à ce niveau-là, mais sous l'angle assurantiel et l'angle des sinistralités qui pouvaient être déclarées. Mais c'est effectivement quelque chose que je pourrais remonter parce que factuellement, c'est quelque chose qu'on pourra mettre la prochaine fois dans ce palmarès des risques les plus importants pour les années à venir. Professeur Benamou. Oui. La cybersécurité, c'est d'abord de la prévention. Exactement. Est-ce que vous avez déjà une information sur des manips qui viennent en particulier de l'utilisation de l'IA générative, avec peut-être une construction de faux messages, d'agressions, etc., qui sont complètement manipulés par des robots et par des systèmes d'intelligence artificielle? On a des cas, et d'autant plus que l'IA... Il y a une jurisprudence là-dessus, comment on fait pour se battre contre, etc. C'est peut-être assez compliqué. C'est très compliqué dans la mesure où c'est tout nouveau. C'est vrai que l'essor de l'IA, il faut bien le noter, et j'avais hésité de base à le mettre dans la présentation parce que j'avais peur de m'écarter du cadre de l'intervention, mais pour le coup, c'est vraiment un risque qui est émergent. D'ailleurs, si vous reprenez le tableau que j'avais montré dans tous les risques, il me semble que c'est le 5e risque. Donc effectivement, ça vaut également dans la partie médicale, parce que de plus en plus de patients, mais également de praticiens, seront amenés à les consulter pour avoir des avis, qu'ils soient d'ordre médicaux ou simplement médicaux-légaux. Et cette situation, elle amène effectivement à des demandes en termes de responsabilité. Qui est responsable? Comment est-ce que ça se passe? Et dans ce cadre-là, vers qui se tourner effectivement? Aujourd'hui, d'après ce qu'on peut en avoir avec le recul qu'on en a, c'est celui qui utilise l'IA, même si jamais il va retranscrire ou retransmettre des paroles de l'IA,
et ben, à ce moment-là, il sera responsable effectivement de ce qu'il retransmettra comme si c'était lui qui avait créé le propos ou qui l'avait consacré tout simplement. Donc, c'est très dangereux pour le moment. À voir par la suite, parce que les jurisprudences vont par la suite amener une consolidation et on aura un petit peu plus de marge pour savoir quel sera le maître mot à donner par la suite en termes de prévention et également savoir comment se prémunir face à l'IA qui est en plein essor. Merci beaucoup pour cette très belle session. Je remercie beaucoup Thomas Josse de l'avoir initié. Je remercie bien sûr tous les intervenants qui nous met en garde et qui nous devant une situation qui effectivement, comme l'a dit le professeur Sonnel et le professeur Merle, est nouvelle et pour lequel il faut énormément se méfier. Parce que les cyberattaques, c'est quelque chose qui sont quotidiennes. Hein. Exactement. C'est affolant. La e-réputation, c'est très dangereux, sauf quand on est, certains ont 5 sur 5 et qu'ils ne le savaient pas. Mais bon, je peux me retrouver à 0 sur 5 demain. Hein. Mais ce qui est dangereux, c'est notre naïveté par rapport à ces attaques qui sont de plus en plus fréquentes et qui concernent notre vie privée, nos comptes bancaires, tout, hein, les numéros de téléphone. Ma dernière cyberattaque, il y a 3 jours, je reçois un petit SMS. Papa, j'ai changé de numéro de téléphone, peux-tu me rappeler sur ce numéro? Et vous l'avez peut-être eu, hein, je ne sais pas, mais c'est typiquement une cyberattaque parce que tu donnes tu rappelles et tu fais entrer quelqu'un dans ton système. Merci beaucoup. La séance est suspendue. Elle reprendra le 7 février prochain. Merci.